Bonjour, messieurs les présidents, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette deuxième table ronde de cette matinée des rendez-vous de l'assurance et ayant pour thématique la synergie banque et assurance à l'heure du digital. Avant de donner la parole à nos chers panélistes qui nous font plaisir d'être avec nous ce matin, je souhaite partager avec vous une introduction sur la thématique de notre table ronde. Plus que tout autre domaine, le secteur financier a toujours entretenu une relation étroite avec le monde du numérique. Les banques et assurances ont été les pionniers dans l'utilisation de l'informatique dès les débuts des années 70. Depuis quelques années, elles font face à de nouveaux enjeux. Celui de la digitalisation. Aujourd'hui, il ne suffit pas d'informatiser le back-office, c'est toute la manière d'appréhender le front-office et la relation client qui se trouve chamboulée. Le consommateur 2.0 est un client exigeant et qui veut cliquer plutôt que de parler. Et surtout, ne pas attendre. On a vu donc se développer la banque et l'assurance en ligne qui permet aux clients de n'avoir de contact humain avec leurs conseillers qu'en cas de nécessité. Cette autonomisation des clients leur donne le sentiment de mieux maîtriser leurs comptes et d'être maîtres de leur acte de consommation de services financiers. Mais surtout, le consommateur d'aujourd'hui ne veut plus de services standardisés. Il veut à la fois un produit de grande consommation, pas cher, sur mesure et disponible sur le champ. Le consommateur veut consommer le service que lui veut, il veut, quand il veut, où il veut, de la manière qui lui plaît. On assiste même aujourd'hui à l'émergence de nouvelles formes de consommation de services financiers. Il n'est plus nécessaire d'être banquier ou assureur pour proposer des services financiers. Nos prédécesseurs l'ont aussi rappelé. Grâce à la technologie, l'avantage métier et l'expertise deviennent accessibles. À l'extrémité du champ des possibles, ce sont les consommateurs mêmes qui se transforment en banquiers avec le peer-to-peer lending, où un utilisateur peut prêter de l'argent à un autre avec intérêt dans une logique des intermédiaires. On assiste donc à une ubérisation de la banque et de l'assurance. Dans le secteur des assurances, aussi, les capacités d'analyse des comportements à travers le big data permettent à de nouveaux arrivants de capter de la valeur sans être des hommes de l'art. Demain, plus besoin d'être assureur pour proposer un niveau de prix et de protection adéquat au risque. Banquiers et assureurs doivent se positionner ou se repositionner dans cette vague digitale en proposant des services nouveaux, offrant plus de valeur ajoutée perçue et surtout évolutifs. Les cycles de vie des produits financiers sont de plus en plus courts. Cette tendance de fond implique des investissements colossaux. Par exemple, aux États-Unis, en 2015, les banques de détail ont investi environ 17 milliards de dollars dans le numérique et la digitalisation, soit environ 15% du PIB du Maroc. En France, les banques et assurances représentent 19% des dépenses informatiques de l'Hexagone. À l'ère du digital, les banques et assurances doivent lutter pour préserver leurs valeurs et leur pertinence dans un secteur qui évolue à grande vitesse. Pour cela, elles ont plusieurs challenges à relever. L'agilité et la capacité évolutive de leur système de création de valeur, l'anticipation des comportements et la réactivité, l'innovation à travers des services financiers nouveaux et enfin, la captation de nouvelles portions de la chaîne de valeur. Comment donc relever ces défis de la transformation numérique? Quel profil de femmes et d'hommes pour conduire ces changements? Comment la banque et l'assurance peuvent-elles faire jouer leur synergie pour renforcer leur attractivité commerciale? Quid enfin des tendances sur le marché marocain? Alors, pour essayer de répondre et tenter de donner des réponses à toutes ces questions qu'on se pose aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous
Si Ahmed Al-Hou, président général de CH Bank. À ma droite, Adil Duri, président de CFG Bank. Donc nous avons bien choisi de répartir entre les banquiers d'un côté et les assureurs. Et je poursuis avec Si Ali Helech, président directeur général de Wafa Assurance. Enfin, donc Pierre de Villeneuve, président exécutif de BNP Paribas Cardiff. Merci d'être avec nous, chers messieurs. Alors, je demande bien sûr à nos invités de partager avec nous, dans un premier temps, avant de passer à un échange convivial, des exposés de leur vision de la synergie banque-assurance à l'ère du digital. Bien entendu, pour laisser le plus de temps donc, au débat, de consacrer, d'être le plus court possible dans leur présentation, de façon à ce qu'on puisse justement donc, garder plus de temps au débat qui va suivre. Alors, je vais donner la parole à Adil Duri dans un premier temps, et je profite pour lui poser aussi une première question qui va essayer donc à laquelle il va essayer d'apporter une réponse dans sa présentation. Alors, Adil Duri, bien sûr, vous avez sa biographie. C'est un monsieur qui a eu beaucoup de responsabilités. C'est un ancien ministre du Tourisme. Il a été cofondateur donc, de la banque justement qui préside aujourd'hui CFG Bank. Et aujourd'hui, donc, il a un parcours et une expérience assez variée. Et bien sûr, il a créé donc, un fonds d'investissement qui s'appelle Mutandis, etc. Donc, qui opère dans plusieurs secteurs au niveau du Maroc. Alors, en novembre 2015, donc, il y a eu un choix qui a été fait par CFG. Et donc, la banque, en fait, elle s'est transformée de la première banque d'affaires qui a été créée au Maroc en banque universelle. Vous vous positionnez sur une offre multicanale pour clientèle premium. Donc, en fait, ma première question, quel est votre bilan aujourd'hui par rapport au choix stratégique que vous avez fait? Quelle est la part de PNB captée via le digital, qui est un des moyens aujourd'hui de capter de la valeur chez vous? Et voilà. Et est-ce que aussi le digital est une solution qui peut s'appliquer, quelle que soit la catégorie de la clientèle, notamment en ce qui concerne le corporate? C'est Adil, à vous. Merci, c'est Faisal, mesdames, messieurs, chers amis. Donc, je répondrai effectivement spécifiquement aux questions lors de la présentation. L'idée principale de la présentation, c'est simplement de dire que la digitalisation permet aujourd'hui de réaliser des expériences qui n'auraient pas été possibles il y a 10 ans ou il y a 20 ans, très clairement. Pour créer une banque ex nihilo, une banque universelle ex nihilo au Maroc est quelque chose qui n'a pas vu le jour depuis peut-être une vingtaine d'années ou une trentaine d'années. Et c'est grâce à la digitalisation que c'est aujourd'hui possible, avec des investissements qui, somme toute, restent raisonnables en proportion de la clientèle cible et du PNB qui est visé. Donc cette nouvelle approche de la banque a voulu créer une banque universelle qui est une banque donc, qui offre tous les services de la banque, tout en étant de taille humaine, c'est-à-dire de taille raisonnable et avec un service de très haute qualité. Et là, je réponds à une première question. Ce n'est pas notre clientèle qui est premium, c'est le service qui est premium. Mais la banque, CFG Bank, s'adresse absolument à tous les clients. Il n'y a pas de sélection par le patrimoine, il n'y a pas de sélection par l'âge, il n'y a pas de sélection par le revenu. Par contre, le service, lui, est différent et doit être différent. Sinon, une nouvelle banque aujourd'hui au Maroc n'apporterait rien de plus et n'aurait pas de raison d'exister. Alors, en créant cette banque, il a bien sûr fallu l'intégrer dans l'ADN de l'entreprise qui existait. On ne peut pas transformer une entreprise en oubliant son histoire, sa génétique, ses racines, sa culture, les réflexes des collaborateurs. Et donc nous sommes partis effectivement de la première expérience que la banque d'affaires avait avec le client particulier et qui s'appelait à l'époque Dar Tsoufir, c'est-à-dire la maison de l'épargne, et qui était déjà un réseau de boutiques d'épargne adressées aux particuliers et qui a duré une vingtaine d'années. Simplement, la différence, c'est qu'avec la digitalisation, on peut maintenant être beaucoup plus massif et avoir besoin de moins de points de contact. Donc, ce que le business model qui a été choisi par CFG n'est pas, ce n'est pas une banque purement sur Internet. C'est-à-dire que nous ne croyons pas, en tout cas moi je ne crois pas, qu'il est possible de faire une banque 100% Internet aujourd'hui au Maroc
et d'en faire un objet rapidement rentable, un objet qui a un sens économique. Je vous rappelle que même dans les pays développés, même en Europe de l'Ouest, les banques 100% Internet mettent un nombre d'années très important avant de gagner de l'argent et avant d'être rentables, et sont souvent en fait des émanations et des filiales de banques qui, elles, ont des réseaux massifs historiques. Donc CFG Bank n'est pas une banque 100% Internet, et elle ne peut pas être une banque à réseau massif, à large réseau, parce que l'investissement aujourd'hui serait beaucoup trop lourd et ça n'aurait pas de sens. Et le Maroc est déjà relativement bien quadrillé par les réseaux bancaires. Donc nous avons choisi d'être une banque multicanale, c'est-à-dire une banque par laquelle on peut accéder par plusieurs canaux, par les agences, par Internet, par le téléphone mobile, etc. Et surtout, nous avons l'enjeu d'optimiser le réseau d'agences. Vous savez que dans les pays matures, la digitalisation fait que les banques ont parfois trop d'agences, pas assez d'agences, trop d'agences. Et donc nous devons trouver cet optimum en matière de réseau d'agences pour ne pas avoir un jour à fermer des agences. L'optimisation dépend de l'autonomie du client, dépend du nombre de fois que le client a besoin de parler à son conseiller. Dans une agence, vous avez des conseillers clientèle et vous avez des chargés d'opération qui sont là pour former le client à l'utilisation de la technologie, sauf si le client est déjà autonome. Et plus vous avez de clients autonomes, moins vous avez de collaborateurs, moins vous avez besoin de conseillers, moins vous avez besoin d'agences. Ce ratio nombre de clients par conseiller est un ratio qui va évoluer très vite au Maroc parce que les gens s'habituent de plus en plus à faire les choses eux-mêmes et aussi parce que la technologie est de plus en plus conviviale et facile. Est-ce qu'on peut imaginer que demain, il peut y avoir une banque au Maroc, je parle au Maroc bien sûr, parce qu'on est au Maroc, une banque sans agence? Alors, nous n'y croyons pas. Nous pensons qu'il y a des actes, il y a des moments de vie, des moments importants dans la vie du client où le client a besoin de parler à quelqu'un. Et ces moments de vie, ça peut être un crédit qui est lourd, l'achat de la maison, le début de l'épargne pour l'éducation des enfants ou pour la santé. Donc des grands moments, des grands choix dans la vie, nous ne pensons pas qu'ils peuvent être déshumanisés. Et nous pensons que le client a besoin de parler, de réfléchir, de parler, de se confier, comme on va chez le médecin. Par contre, pour 99% des relations avec la banque, il n'y a plus besoin de parler au conseiller. Et le chargé d'opération, une fois qu'il vous a formé, une fois, deux fois, trois fois, et qu'il a fait l'opération avec vous sur Internet ou dans des guichets intelligents, en général, vous ne parlez plus au chargé d'opération et vous faites vos opérations tout seul. Donc, la banque multicanale, ça veut dire un site Internet de dernière génération, ça veut dire des applications mobiles, ça veut dire des guichets qui ne sont pas des distributeurs de billets de banque, mais qui sont des véritables guichets full service dans lesquels on dépose ses chèques, on dépose ses espèces et on fait toutes les opérations dans le guichet avec des scanners et qui scannent les opérations et les autorisent en temps réel. Ça veut dire aussi que les interlocuteurs dans la banque, les interlocuteurs dans les agences doivent être des gens de très haut niveau, doivent être bien formés, doivent apporter un service qui était moins généralisé auparavant. Et ça veut dire aussi qu'il faut faire simple et efficace pour le client. Simple et efficace, ça veut dire s'il faut fermer à 19h30, eh bien, il faut fermer à 19h30. Alors comment est-ce qu'on fait pour fermer à 19h30 ? Eh bien, c'est parce qu'une banque digitale n'a de sens que si c'est une banque temps réel. S'il n'y a pas de traitement informatique de 17h à 19h, s'il n'y a pas de comptage de la caisse de 17h à 19h, si tout est intégralement automatisé, tout est intégralement en temps réel, il n'y a pas besoin de traitement back-office en fin de journée et les agences peuvent rester ouvertes aussi longtemps que nous le souhaitons. Quant aux guichets automatiques, dans nos agences, ils sont ouverts toute la nuit. Vous pouvez déposer vos chèques à 3h du matin et les scanner et les déposer, ou déposer vos espèces quand bon vous semble. Voilà, donc ça j'en ai parlé, c'est essentiellement simplicité et voilà, c'est les services, simplicité. Autre simplicité qu'une banque moderne doit apporter, c'est par exemple la capacité de délivrer le chéquier et la carte de crédit au moment précis où vous ouvrez le compte. Vous rentrez dans l'agence, vous ouvrez votre compte, on vous imprime votre chéquier, on vous le donne sur place, on vous imprime la carte
et on vous la donne sur place. La technologie moderne permet ça, c'était plus difficile avant. Comme vous le savez, les plafonds de cartes, quand on règle des plafonds de dépenses, c'est pour vous protéger en cas de perte de vos cartes. Eh bien, la digitalisation et les systèmes temps réel permettent de changer soi-même ces plafonds de cartes toute la journée, le plafond en devise, le plafond en dirham, le monter pour faire un achat, le baisser de peur de perdre sa carte par la suite. Donc ça permet tout un tas de services qui simplifient la vie du client. J'insiste sur le temps réel. Le temps réel est très très important. Le fait de déposer un chèque, de le scanner et qu'il soit crédité en temps réel dans votre compte et que vous puissiez appuyer sur le chèque dans votre téléphone portable et voir la photographie du chèque que vous venez de glisser dans la machine, c'est quelque chose qui, pour les commerçants, pour les clients, simplifie énormément la vie. Nous pensons que notre modèle peut fonctionner avec une vingtaine d'agences. Pour répondre à votre question plus précisément, nous en avions 7 au bout d'un an et nous pensons en avoir une vingtaine au bout de 3 ans et ça devrait couvrir à peu près les besoins. Alors, en résumé, je conclus en disant que pour moi, banque et digitalisation, c'est surtout la réduction des coûts de distribution. C'est qu'au lieu de fonctionner avec 200 ou 300 agences, on peut faire à peu près les mêmes résultats avec une vingtaine d'agences ou une trentaine d'agences. Mais la contrepartie, c'est que la mentalité doit changer complètement dans la banque et que la banque devient un laboratoire de développement technologique continu. Ce n'est plus une banque, c'est une société informatique et des experts de marketing digital et de marketing stratégique et d'études de l'attitude du consommateur de façon à proposer des services technologiques qui simplifient la vie et qui répondent aux besoins du client. Notre équipe informatique, c'est le cœur de notre modèle, c'est le moteur de la machine et on est moitié banque, moitié SS2I, moitié fintech et on fait beaucoup de marketing attitudinal, c'est-à-dire qu'on étudie le comportement et les attentes des clients. Je ne suis pas un expert de l'assurance, loin de là, mais il me semble que la digitalisation devrait aider les assureurs sur 2 points qui sont essentiels. Pour moi, l'essentiel dans une entreprise, c'est posséder son client, c'est avoir la propriété du client. Dans la banque assurance, parfois, évidemment, la propriété du client va chez le banquier plutôt que chez l'assureur. Je pense que la digitalisation va permettre aux assurances de s'approprier le maximum parmi leurs clients et de développer leur marque et de construire plus fortement la marque auprès des clients. Et ça, ce sera tout bénéfice pour les assureurs. Vous, justement, en tant que banque, qui n'est pas souvent, on a des groupes, banque, assurance, on va en parler tout à l'heure également. Vous offrez des produits en fait de plusieurs banques, donc vous faites en fait de l'intermédiation. Oui. Donc non, nous distribuons les produits d'assurance de plusieurs compagnies d'assurance, oui. Effectivement. Assurance au sens d'épargne, essentiellement. Je pense quand même que pour l'épargne, pour l'assurance vie, le conseil, le contact reste important. Le contact humain et le conseil demeurent. Ce n'est pas complètement automatisable, mécanisable, me semble-t-il. Donc là, la banque, elle a un petit atout par rapport à l'assureur. Elle a un petit atout, c'est qu'elle amortit son coût de distribution physique, humain, sur une palette de produits qui est un peu plus large que ne pourrait le faire l'assureur sans doute. Par contre, peut-être que dans des produits d'IARD, dans des produits un peu plus standards, un peu plus mécanisables, la digitalisation permettra de vraiment posséder son client et de désintermédier au maximum. Voilà, merci Sifessem. Merci Saadil. J'ai retenu bien sûr un point que vous avez dit, la banque sans agence, je crois que ce n'est pas pour demain au Maroc. Ce n'est pas une question de technologie, ce n'est pas une question de réglementation, c'est parce qu'aujourd'hui il y a encore une vraie utilité à un moment ou à un autre, je dirais, dans la vie de la relation client-banque. Alors je vais donc demander à Cheikh Ahmed El-Houd de prendre, je dirais, la suite. Bien entendu, je voudrais juste présenter Cheikh Ahmed El-Houd qui a vraiment un long parcours et riche parcours sur un plan professionnel. Il a été à la fois dans le secteur industriel en tant que président d'une grande compagnie dans l'agro-industrie. Il a dirigé aussi d'autres banques avant d'arriver en tant qu'aujourd'hui président de CH Bank. Alors, bien entendu, Cheikh Ahmed El-Houd également... au niveau de CH, il a opéré depuis son arrivée une transformation
peut-être 360 degrés, mais une vraie transformation par rapport au fonctionnement, par rapport, je dirais, donc à l'activité classique, à l'activité d'origine et la manière de travailler au niveau du CIH. Aujourd'hui, il se positionne en tant qu'un acteur important et majeur dans la digitalisation au niveau bancaire. Il est également aussi membre du Conseil économique et social. Il est aussi membre aussi important donc, du Conseil d'administration de la CGM, le patronat marocain, où il préside justement une commission climat des affaires, partenariat public-privé, public-privé donc, et commande publique. Voilà, donc Serho. Alors, première question aussi, donc je profite pour dire, bon, votre positionnement aujourd'hui, vous avez une offre agressive en tant que banque universelle, aussi bien pour les jeunes ainsi que pour les jeunes. Alors, quel est aujourd'hui, je dirais, comment on pourrait définir, quel est votre positionnement dans la stratégie de la banque, le digital? Comment on peut positionner le digital en tant au niveau de votre plan stratégique par rapport à votre stratégie globale? Et j'aimerais bien donc vous entendre par rapport à ce point dans le cadre de votre exposé. Merci. Merci, Faisal. Merci aux organisateurs de cette occasion qui m'est donnée de m'exprimer devant cette assistance prestigieuse et dans cet événement très important. Profite de la question en fait pour dire d'abord, peut-être c'est une question qui peut paraître banale mais qui ne l'est pas si on l'examine un peu plus profondément. Quand on parle du digital, on parle de quoi? C'est une base de réflexion que nous nous sommes faites au niveau de la banque et qui conditionne en fait toutes nos évolutions actuelles en termes d'offres. Vous allez voir que ça explique un certain nombre de choses et ça donne quelques lignes directrices pour le futur, pour nous et pour les assurances. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour dire que quelque part, on parle du métier de l'assurance, du métier de la banque. Pour moi, je considère que nous sommes deux métiers qui, à la base, traitant des informations. Nous sommes des sociétés de traitement de l'information. Cette information, ensuite, va permettre de fabriquer des produits. Mais nous n'avons pas de produits tangibles. Nous avons des relations avec les clients basées sur le principe d'une collecte de traitement d'informations et évidemment de la gestion. Donc, quand on parle du numérique, je suis toujours un peu surpris, ou du digital, qu'on oppose l'évolution digitale avec l'évolution de nos métiers. Nous sommes des traiteurs de données, nous sommes des traiteurs d'informations. Donc nous ne sommes pas du tout en marge de ce qui se passe sur tout ce qui touche l'information et tout ce qui touche la donnée. Dès que ça touche la donnée, nos métiers sont forcément concernés. Donc cette évolution nous touche au plus profond de nos métiers. Donc non seulement nous devons nous sentir concernés, mais nous devons, à mon avis, en prendre le lead. C'est un peu la ligne directrice que nous avons prise dans notre banque. L'information, c'est Adil vient de le rappeler, nous sommes à la base des gens qui traitent les données, donc nous sommes des SS2I. Notre façon de traiter les données fait notre métier. Et donc c'est important. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand on parle du digital, pour nous, je résume ça en quelques lignes qui sont des lignes qu'on voit à travers le monde. D'abord, le modèle du digital, qu'est-ce qu'il a changé? Parce que l'informatique, elle est là depuis 60 ans, 70 ans. C'est qu'elle a amené un nouveau modèle de faire du business. Un modèle basé sur la gratuité. C'est Google qui a lancé ça. Aujourd'hui, la connaissance mondiale à travers Google est gratuite. On a énormément de services gratuits. Les gens ont appris à aller sur Internet et ne pas payer. Mais ne pas payer ne veut pas dire qu'on ne gagne pas d'argent. Simplement, ce qui a été opéré par les GAFA, c'est de dire la façon de gagner de l'argent, ce n'est pas de faire payer celui qui accède chez nous, c'est de faire payer d'autres. Sur quelle base? Justement, sur la base de tout ensemble des données que nous allons collecter. C'est pour ça qu'on dit que dans le monde Internet, quand c'est gratuit, le produit, c'est vous. Vous, c'est-à-dire les données que vous acceptez de donner à ceux qui vous offrent la gratuité. Aujourd'hui, il faut le savoir, et ça c'est un risque majeur pour nos métiers, c'est que la collecte des données est en train de se faire en grande masse par ce modèle de la gratuité. Et ensuite, on va trouver des gens qui vont nous revendre ces informations pour faire de la pub ou pour offrir même des prestations. Donc la gratuité est la base du modèle. L'instantanéité. Aujourd'hui, les utilisateurs n'acceptent plus d'attendre au bout de quelques secondes. Vous voyez, tout à l'heure, quelqu'un disait au bout de 3 clics, on désespère. Bon, au bout de quelques microsecondes, quelques secondes, au mieux, le type, il change. Donc, si on n'est pas dans l'instantanéité, et nos métiers, les deux, assurance et banque, qui viennent du 19e siècle, où nous avons le temps,
répondre aux clients dans 24 heures, dans 48 heures, etc., ce n'est plus possible. Aujourd'hui, réagir sur des opérations qui vont prendre plusieurs jours alors que l'information est disponible, c'est strictement impossible. En tout cas, ça l'est toujours parce que nous sommes des métiers protégés, mais ça ne le sera plus dans le futur parce que les futurs concurrents vont permettre de régler cette question. Nous sommes dans une économie digitale qui est une économie de partage. On partage sa maison, Airbnb, on partage sa voiture, Blablacar, on partage tout. Aujourd'hui, on est dans la culture du partage versus la culture de la possession. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important qui va impacter nos métiers. Quid d'une voiture qui est conduite par un tas de monde, comment assurer, quel est le profil, etc. Nous sommes dans une économie qui est basée sur la collaboration. Regardez le nombre de services que les gens mettent gratuitement. Il y a des ordinateurs connectés pour faire un tas de choses en commun et les gens ont plaisir à ça. Et ce qui est extraordinaire, c'est que certains qui ont mis sur Internet des produits en disant « si vous êtes satisfait, payez-moi ». Il se trouve qu'ils gagnent de l'argent avec ça malgré tout. Les youtubeurs, etc., aujourd'hui ont un comportement complètement différent. J'ai un contenu, je le mets et j'essaie de gagner de l'argent en convainquant les gens après que c'est bon pour eux de me payer. Alors c'est YouTube qui le fait parce qu'il va vendre de l'information ou là il va vendre de la pub, ou alors c'est les gens qui payent en direct. Donc un modèle de la collaboration. C'est aussi un modèle du décloisonnement, ça nous touche. Aujourd'hui, les barrières faites par les économies des XXe siècle et du XIXe siècle dont nous sommes issus font que nous sommes régulés, nous sommes dans des secteurs protégés et nous sommes un peu surpris qu'il naisse des acteurs dans d'autres mondes qui viennent faire notre métier. Or, la conduite du digital aujourd'hui, Google va faire de l'assurance, il ne faut pas croire qu'il n'y viendra pas, il va faire de la banque, il le fait déjà, Apple le fait avec Apple Pay, PayPal est là, Amazon le fait, Alibaba a été annoncé tout à l'heure, on l'oublie aussi, Alibaba est en train de devenir le premier centre hospitalier de Chine, parce que dans ces points de livraison, il y a des conseillers médicaux pour pouvoir proposer les services médicaux aux gens qui viennent recevoir des colis, qui sont souvent des colis pour recevoir des médicaments dans des endroits éloignés. Donc il y a un décloisonnement fort des métiers. Et bizarrement, on oublie d'ailleurs que dans le décloisonnement, l'assurance au début... Ahmed, je me permets de vous interrompre. Bon, je profite pour demander à la salle aussi s'ils ont des questions, parce qu'il y a, vous pouvez poser vos questions à travers le SMS. Donc il y a les numéros qui s'affichent, donc le 212 624 133 199. Alors, bien entendu, il y a une question aussi qui est posée, enfin, qui rejoint, parce que vous êtes en train de parler des tendances, du décloisonnement, etc. Alors, est-ce que le coût de la réglementation peut être un frein, justement, à une évolution rapide en termes d'agilité, de simplicité, de rapprochement de ces deux mondes et de ces deux métiers? Absolument. Alors, dans le décloisonnement, je crois que ça a été dit pour l'Europe, et nous sommes concernés parce que souvent la réglementation marocaine est issue inspiré fortement de la réglementation européenne. Le fait de ne pas intégrer cette notion de décloisonnement dans la réglementation aujourd'hui est un danger majeur parce que nous avons la possibilité de voir des fuites de nos activités vers des marchés qui sont un peu plus agiles. Il faut savoir que les États-Unis, par exemple, sont en train de réviser complètement leur loi sur la protection des données personnelles pour ne pas brider le développement de ses propres sociétés. Sachant qu'une loi ne protège que les nationaux, vous imaginez bien que toutes les données personnelles marocaines, françaises ou ce qu'on veut ne seront pas protégées aux États-Unis, qui pourront offrir à nos propres citoyens les produits qu'ils veulent en toute liberté, parce que la réglementation nationale ne s'applique pas à eux. Et on ne pourra pas lutter contre ça. Donc mon sentiment, c'est qu'il vaut mieux que les réglementations, évidemment, évoluent dans ce sens. Enfin, dernier point sur juste le modèle, c'est la réduction des coûts. Certains même parlent d'économie à coût marginal zéro. C'est vrai que la vente du énième produit par les moyens modernes ne coûte presque rien. Donc on peut offrir 1000 choses différentes. C'est ce qui fait le succès d'Amazon aujourd'hui, qui peut vendre des foultitudes de choses. Vous allez peut-être trouver dans la bibliothèque Amazon un livre qui se vend une fois par an, mais ça ne coûte pas cher, donc on va le laisser. Et sur la durée, il va quand même générer des revenus. Donc voilà les fondements de cette économie qui, si elle n'est pas prise en considération, nous, dans le modèle de notre banque, on a essayé simplement de dire nos futurs concurrents, qu'est-ce qu'ils peuvent proposer ? Ils vont proposer ça, essayons de le faire avant qu'ils arrivent chez nous et qu'ils se mettent à nous pousser du coude. C'est pour ça
que l'instantanéité pour nous est une règle de base, que les dates de valeur n'ont plus de sens. Parce que date de valeur, qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'allez pas voir PayPal qui vient chez vous et qui vous dit il y a des dates de valeur. Personne ne prend plus dans ce monde-là des fintechs des frais de tenue de compte. Donc on a décidé de les supprimer au moins pour les jeunes qui sont totalement dans ce type d'activité. Donc c'est l'implication de ces modèles que nous essayons, nous. Le reste, évidemment, il faut le transformer en produit, en canaux, mais je pense qu'on se trompe lourdement lorsqu'on considère que la digitalisation, c'est juste des canaux nouveaux pour accéder à des produits anciens. C'est vraiment des changements de mentalité et de mode, et de considérer que si on n'intègre pas ces évolutions, d'autres le feront à notre place, et que la réglementation qui aujourd'hui est protectrice, elle ne tiendra pas longtemps, et même elle peut devenir un frein, parce que cette fois-ci, c'est le client qui ira complètement changer. Dans le monde des banques, on voit arriver des acteurs. On a les fintechs, mais on a aussi les opérateurs télécoms. Orange est un banquier aujourd'hui de plein exercice. Il va se lancer au Maroc. Il n'y a pas de raison de le bloquer. Aujourd'hui, le statut de société de paiement lui permet déjà, s'il veut, de recueillir de l'argent auprès du public, d'émettre des moyens de paiement, demain de dire virez votre salaire chez moi. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas empêcher. Donc mon sentiment, c'est qu'il vaut mieux anticiper. J'allais dire juste que dans le traitement des données, historiquement, dans le décloisonnement, je voulais juste rappeler un élément historique qui touche les assurances. Au début du XXe siècle, ce sont les assureurs qui ont dit au corps médical, attention, vous considérez l'hypertension comme un symptôme comme la fièvre, alors que c'est une maladie à part entière parce que c'est une cause de mortalité importante. Donc il y a eu des époques de l'histoire où les assureurs, avec le corps médical, ont échangé parce que ceux qui ont l'information ont permis à ceux qui en ont moins d'avoir plus d'informations. Aujourd'hui, ça va dans l'autre sens parce que dans peu de temps, le premier médecin du monde, peut-être le plus compétent, le futur Dr House, sera l'intelligence artificielle, et le logiciel Watson d'IBM est déjà dans ce cadre-là. Donc méfions-nous, le danger vient de l'intelligence artificielle et de ceux qui possèdent les données. Soit on est dedans, soit on sera mort dans quelques années. Merci. Vous avez beaucoup parlé du futur, vous êtes déjà dans le futur, ça fait partie de votre stratégie. Les limites par rapport à l'offre banque-assurance, vous pouvez me dire quelque chose? Alors, j'ai parlé de décloisonnement. Moi, sincèrement, je considère aujourd'hui que nous avons, c'est Adil en a parlé, un réseau. Ce réseau aujourd'hui offre des produits d'assurance. Je pense que le cloisonnement qu'il y a aujourd'hui entre les différents canaux de vente de produits d'assurance, de banque, etc., devrait normalement être repensé. Parce que c'est le client qui choisira. Et aujourd'hui, de dire non, pour tel produit, tu vas dans tel réseau, tel produit, tu vas dans tel autre réseau, ce n'est pas quelque chose qui tiendra longtemps. Il est utile aujourd'hui de repenser en matière d'offres produits. Évidemment, il y aura de la place pour tous, mais la place doit être justifiée par la valeur ajoutée qu'on apporte, pas simplement par le privilège qu'on a sur la base d'un corporatisme ancien. Très bien, merci. On reviendra tout à l'heure vers vous, Si Ahmed, pour d'autres questions. Et maintenant, je vais m'adresser à nos assureurs. Donc, je commence par Siali Hagaj. Alors, juste un aperçu donc, de sa carrière, la carrière de Siali Hagaj. Donc, il y a aussi eu un parcours remarquable. Donc, il a commencé aussi par le secteur de l'automobile, où il a dirigé un groupe d'automobiles. Il a ensuite... bien sûr, donc, il a rejoint le secteur financier, il a dirigé la Banque nationale de développement économique du Maroc, il a accompagné Maroc Leasing, il a été aussi membre du directoire de la Caisse de dépôt et gestion, et aujourd'hui, donc, il est président directeur général de Wafa Assurance. Alors, Si Ali Hagaj, donc vous êtes donc une des première compagnie d'assurance du Maroc. Vous êtes adossé aussi à un groupe bancaire, donc le premier groupe bancaire privé du Maroc. Bien entendu, disons la synergie, vous y êtes. Je pense que vous l'exploitez donc à son maximum. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire par rapport à l'apport du digital en termes de réduction de coûts et de captation de clients? Merci, Siad. Ah oui. Merci beaucoup, c'est Faisal. Bonjour, mesdames et messieurs, chers amis. C'est vraiment avec plaisir que je m'adresse à vous. Donc, je voudrais apporter la contribution d'un assureur marocain, Wafa Assurance en l'occurrence, dans ce débat.
un panel très intéressant qui parle de synergie entre banque et assurance à l'heure du digital. Donc, je voudrais préciser que les synergies entre les banques et les assurances ont existé avant le digital. Très important. On ne peut pas faire de banque-assurance s'il n'y a pas une réelle synergie entre la banque, qui est le distributeur de produits d'assurance, en tout cas dans le canal banque-assurance, et l'assurance, la compagnie d'assurance, qui est le producteur et le gestionnaire. Donc, dans notre cas, effectivement, nous sommes filiale du groupe Tijari Wafa Bank, premier groupe bancaire de la région, et les synergies avec les synergies, vous m'entendez? Les synergies avec Tijari Wafa Bank fonctionnent depuis pas mal de temps. Ça fait 25 ans plus exactement, un quart de siècle que nous avons démarré la banque assurance au Maroc. Le digital arrive aujourd'hui pour nous bousculer. Enfin, il arrive aujourd'hui, il est arrivé déjà il y a quelques années, mais aujourd'hui, nous sommes réellement, en tant qu'assureurs, nous sommes réellement challengés pour bousculer un petit peu notre façon de faire et nous réinventer. Donc, je voudrais rapidement faire une petite présentation sur cette synergie, comment nous la voyons, comment elle peut être boostée par le digital. Voilà, ça marche. Alors, en 3 parties, je vais être bref, je sais que c'est long, je vais être bref, puisqu'en plus, beaucoup de choses ont été dites par les panélistes précédents, et je vais essayer d'être bref et surtout me focaliser sur certains messages clés. Donc d'abord, pourquoi il faut réinventer l'expérience client, quels avantages, quels défis pour les assureurs, et enfin, comment nous voyons la chose chez Wafa Assurance et quelle ambition nous portons sur ce sujet. Voilà. Alors, c'est la partie où j'irai vite parce qu'effectivement, ça a été déjà exposé en long et en large. Nous sommes sous pression. Nous, assureurs traditionnels, nous sommes sous pression puisque le digital a complètement bouleversé notre écosystème assurantiel. Ça vient évidemment de la clientèle, des usages, des attentes des clients. Les clients qui consomment du GAFA, toutes les applications instantanées dont on a parlé, ne comprennent pas que quand il s'agit d'assurance, on puisse faire autrement. Donc c'est tout à fait normal qu'ils aient envie de cette même qualité de service, de fluidité, d'instantanéité qu'ils ont dans les autres produits. C'est effectivement, on a parlé des banques, mais pas seulement. Ça concerne l'hôtellerie, ça concerne les voyages, ça concerne la restauration, les télécoms et j'en passe. Dans le même temps, les technologies de l'information, les innovations en matière d'Internet des objets, de big data, sont venues améliorer la capacité de calcul. Et nous, en tant qu'assureurs, ça nous a donné une formidable occasion de mieux calculer nos risques, donc tarifer nos produits, et une meilleure connaissance de la clientèle. Donc jusque-là, tout va bien dans le meilleur des mondes, sauf qu'il y a de nouveaux acteurs qui sont apparus, qui se sont dit qu'il y a de la valeur à capter. Et donc, ce sont tous ce que nous appelons les InsurTech ou les InStech, qui se sont installés sur tous les maillons de la chaîne de valeur. Il y en a quelques-uns qui sont très célèbres et qui nous bousculent dans nos habitudes d'assureurs traditionnels. Alors, ces nouvelles attentes des clients, je vais être très, très bref là aussi, effectivement, ce sont les mêmes clients qui consomment des produits du type Apple qui sont extrêmement, dont les interfaces sont tellement simples et presque enfantines. Ce sont ces clients qui ont un niveau d'exigence en matière de service, qui veulent, comme chez Uber, un processus de course totalement transparent, et qu'on peut suivre pratiquement à la seconde près. Ce sont ces mêmes clients qui ont pris le pouvoir et qui, comme chez Netflix, ont des outils très simples et qui ont des choix et surtout des outils pour pouvoir opérer ces choix de façon très rapide. Et comme chez Spotify ou j'en passe, Apple Music, veulent des services de plus en plus personnalisés et des offres d'acteurs qui connaissent leurs goûts musicaux, par exemple, hein, et donc la connaissance du client est primordiale. Et enfin, comme chez Google ou d'autres, l'expertise de la donnée, comme disait c'est très important, c'est le domaine de l'importance de l'information et tous les services que nous pouvons donner à travers les analyses des comportements de nos clients. Donc voilà, et quand on parle de ces clients, on ne parle pas que des jeunes, on ne parle pas que des millennials, des gens qui ont entre 25 et
plutôt entre 15 et 35 ans aujourd'hui, ou des gens qui sont nés avec le digital. On parle aussi de clients qui veulent des quinquagénaires ou des sexagénaires, puisque vous savez qu'au Maroc, Internet, deux Marocains sur 3 sont connectés, je crois, c'est les dernières statistiques, avec un taux d'accès à téléphonie mobile et les smartphones qui dépasse les 100%. Donc voilà, donc on ne parle pas que des jeunes, c'est déjà une réalité. Alors, ces INSTEC nous mettent sous pression, comme j'ai dit, mais surtout, ils nous mettent la pression sur tous ils interviennent sur tout l'ensemble des segments. Hein, on les trouve dans le domaine de la santé, on les trouve dans le domaine de la vie, bien sûr, de l'automobile, et j'en passe. Et vous avez des acteurs qui sont pour la plupart des startups, qui ont moins de 5 ans d'âge et qui commencent à connaître une croissance fulgurante. Alors dans l'assurance emprunteur, puisque on parle de banque assurance, c'est un sujet qui nous concerne énormément, il y a des courtiers, je vais donner quelques exemples. C'est une start-up française, en l'occurrence Zenop, qui, à travers une souscription entièrement en ligne, c'est un courtier 100%, arrive à fournir une souscription au bout d'1 heure, avec un questionnaire médical en ligne et tout ça, et c'est un succès assez foudroyant. Il y a également des assureurs qui utilisent des technologies d'objets connectés, de robotique, etc., et qui permettent de faire également des offres en quelques minutes et des recommandations d'achat. Il y a Lemonade, qui est un grand courtier également, start-up américaine qui fait de la multirisque habitation, où également en face du client, nous avons, en face ou plutôt à travers le téléphone, nous avons des robots qui répondent et qui permettent de garantir cette qualité, cette fluidité de l'interaction avec le client. Alors, tout ça c'est bien beau, mais on se dit, ça ce n'est pas l'apanage de ces nouveaux acteurs. Nous, en tant qu'assureurs traditionnels, nous pouvons en profiter comme une opportunité pour réinventer notre façon de faire. On doit se bouger un petit peu. Nous sommes des acteurs lourds qui ont du mal à bouger, au même titre que les banques classiques d'ailleurs. Et les impacts, à mon avis, peuvent être très très nombreux. Alors, pour les assureurs, je vois 3 impacts. D'abord, un impact sur les revenus. Effectivement, par la meilleure connaissance des clients, on peut avoir une meilleure rétention, on peut avoir des interactions beaucoup plus nombreuses, on peut accompagner le client durant son parcours et ses moments forts, on peut améliorer le cross-selling, on peut capter de nouveaux clients qui autrement ne viendraient pas chez nous. Donc ça, je pense qu'on en a suffisamment débattu dans les différents panels. Mais aussi des synergies de coûts, notamment à travers les process. Nous travaillons sur nos process. L'assurance, c'est beaucoup de process, c'est comme les banques, c'est beaucoup de process, notamment en termes de back-office et de gestion de sinistres. Et donc, la pression du digital nous oblige à revoir nos processus pour qu'ils soient beaucoup plus optimisés, beaucoup plus fluides, et on peut réduire les coûts, on peut gagner de telle sorte à ce qu'il n'y ait pas de rupture de chaîne, on peut gagner sur les RH naturellement par une plus forte automatisation, par une meilleure gestion des sinistres avec une rapidité. C'est déjà le cas pour beaucoup d'assureurs au Maroc, et je pense que ce le sera de plus en plus. Et enfin, des impacts non financiers. Tout à l'heure, Jérémy Garamond parlait de l'organisation et de l'agilité. C'est un terme qui est essentiel, c'est une notion essentielle. Nous avons des organisations classiques avec des hiérarchies un peu lourdes, avec des gestions de projets des cycles un peu longs, un peu trop long, et donc nous sommes obligés de nous remettre en cause par rapport à cela, et avoir une organisation plus agile et une meilleure utilisation de tout ce qui est big data et données pour mieux prédire les comportements de nos clients et simplifier nos marchés. Voilà, donc ça, je dirais que c'est plutôt une opportunité. Alors dans l'assurance vie, qui est le sujet de prédilection de la banque assurance. Vous savez que la banque assurance au Maroc est distribuée en grande majorité par les canaux bancaires. Nous pouvons, sur toute la chaîne de valeur, avoir des améliorations notables par l'utilisation du digital. Je crois qu'on en a suffisamment débattu, aussi bien au niveau de la conception, développement des produits beaucoup plus simples, moins sophistiqués, qui répondent davantage aux clients, dont on connaît les besoins, au niveau des offres, au niveau du marketing, au niveau de la souscription qui peuvent être beaucoup plus facilitées, au niveau de la gestion, de l'administration des contrats et surtout au niveau
des sinistres, qui est quand même le point nodal de notre métier, notamment par le renforcement un petit peu de la qualité de service et tout ce qui concerne également les opportunités de rebond commercial, parce qu'on a la particularité dans l'assurance de ne pas avoir beaucoup d'occasions de contact avec les clients. La souscription se fait en général chez un agent ou un courtier, un intermédiaire. Et lorsqu'il y a le sinistre, c'est là que nous sommes avertis qu'il y a un problème, enfin, et pas toujours. Et donc, c'est l'une des rares occasions pour un assureur, pour une compagnie d'assurance, d'avoir ce contact client. Donc, il faut, à travers le digital, en profiter pour améliorer cette expérience. Alors, le problème tout ça, ce sont des belles opportunités, mais en pratique, nous constatons que la plupart des compagnies d'assurance traitent le sujet du digital comme un projet parmi d'autres, avec un certain nombre de superpositions d'initiatives qui ne sont pas forcément cohérentes. Donc il faut absolument une vision digitale qui doit être cohérente dans son ensemble. L'expérience client, comme je disais, est fragmentée chez les compagnies parce que, contrairement aux banques, nous avons peu d'occasions de contact. C'est vraiment la principale difficulté de notre métier. Il faut éviter des démarches qui soient tirées par le technique plus que par les besoins du client. Donc, pas d'opportunité qui soit liée aux techniques. Et l'inconvénient également que nous avons, ce sont ces legacy, ces gros systèmes architecture informatique très anciens, très lourdes à faire bouger, avec des bases de données disséminées un peu partout qui manquent de flexibilité. Et donc chaque projet prend un temps extrêmement long avec notre organisation qui n'est pas toujours agile, qui n'est pas habituée à ce genre de projet. C'est pour ça que je parlais d'être bousculé, sans compter le fait qu'on a du mal en tant qu'assureur à attirer les meilleurs talents. Je ne sais pas pourquoi, mais l'assurance n'est pas très sexy comme métier à travers le monde. Les banquiers sont beaucoup plus attractifs et donc on a du mal à attirer ces nouveaux talents. Peut-être qu'il faut ne pas leur imposer de porter la cravate, comme disait tout à l'heure un intervenant, et faire en sorte qu'ils puissent travailler dans des environnements qui sont proches de leurs. Puisque vous parlez justement de la problématique des ressources humaines, qui est en fait le vrai capital dans le secteur financier notamment. Alors, vous travaillez justement, donc vous êtes dans un groupe assurance-banque. Les équipes assurance doivent aussi, les équipes de l'assureur doivent travailler de manière étroite avec les équipes de la banque. Alors justement, quelles sont les difficultés qu'on rencontre justement dans cette synergie banque-assurance avec deux mondes différents, deux métiers différents, deux cultures différentes, culture bancaire, culture assurance, etc. Donc, est-ce que vous pourriez peut-être nous éclairer davantage sur cette thématique? Oui, absolument. Alors, d'abord, je voudrais préciser que nous avons un partenariat évidemment avec Tijari Wafa Bank, mais pas seulement. Nous avons également un partenariat avec le Balid Bank, qui est notre client historique et donc qui distribue également nos produits d'assurance. Effectivement, quand je parlais tout à l'heure de synergie, c'est essentiel. Il faut dire que, alors, s'agissant de Tijari Wafa Bank, Tijari a démarré également un projet de digitalisation. Donc, ils ont lancé le Bancalic, comme vous le savez, depuis quelques semaines, avec beaucoup de succès. Il y a un processus de digitalisation extrêmement poussé, extrêmement avancé. De même que chez nous, en tant que compagnie, nous avons donc des projets digitaux. J'en parlerai un petit peu plus en détail tout à l'heure, mais bon, juste pour vous dire un peu comment nous sommes organisés. Et donc, il est extrêmement important de coordonner les rythmes de ces deux projets, puisqu'en fait, c'est le même client. Il a été d'abord client de la banque avant d'être client de produits d'assurance. On doit travailler ensemble pour avoir un parcours commun. Les équipes doivent travailler ensemble, les équipes des deux organisations, et avoir une certaine agilité et travailler dans le cadre d'une vision unique, orientée vers le client, orientée vers la simplification, vers la fluidité qu'attendent ces clients digitaux, vers la dématérialisation des échanges entre banques et distributeurs. Ce qui se passe entre la banque et la compagnie d'assurance ne regarde pas le client. Il est là, il veut un service rapide, et donc tout ce qui doit se faire en bac doit vraiment être optimisé pour assurer le meilleur service possible, et c'est ce à quoi nous nous attachons avec nos partenaires distributeurs. Alors, donc, justement, je parlais de cela. Effectivement,
À terme, ce qu'il faudrait faire, la finalité, c'est qu'en tant qu'assureur, on puisse développer une relation B2B2C, hein, donc le client étant le client de l'agence bancaire, entre l'agence bancaire ou entre le réseau bancaire et la compagnie d'assurance, il doit y avoir des processus extrêmement fluides. Ça permet évidemment de fluidifier le parcours, mais aussi d'optimiser pour la compagnie d'assurance et pour la banque le cross-selling, améliorer, enfin réduire les coûts de façon substantielle pour la satisfaction du client. Et pour cela, nous sommes obligés de réfléchir ensemble, producteurs et distributeurs, sur un processus qui soit entièrement digitalisé de bout en bout. Il ne s'agit pas du tout de soigner le front et que le back ne soit pas bon, parce que là, c'est vraiment des problèmes interminaux. Dès qu'il y a une rupture de chaîne, dès qu'il y a un renforcement de la demande, hein, un pic, il faut que derrière les équipes puissent délivrer. Voilà. Quand je parle de modèle culture digitale à 2 niveaux, c'est bien de cela qu'il s'agit, mais il faut unifier un petit peu les fonctionnements et garder toujours en tête que la finalité de tout ça, c'est évidemment le client. Alors, je vais bientôt finir. Alors, ça, c'est juste pour montrer que... Je vais vous demander d'être assez bref. J'ai pratiquement fini. Donc, on passe du modèle agence bancaire au modèle canal digital. Et l'agence bancaire, les agences bancaires, comme j'ai dit au début, nous ont permis en tant qu'assureurs de développer la banque assurance, c'est vrai. Nous avons, nous, en tant qu'assureurs, profité du développement des banques, c'est clair. La banque assurance a connu une évolution extraordinaire au Maroc. Et donc, le développement la meilleure connaissance des clients par les banques nous ont profité, effectivement, mais aujourd'hui, ces clients sont en contact permanent avec leur smartphone ou leur tablette. Les produits sont de plus en plus simplifiés, c'est déjà le cas. Aujourd'hui, on donne la possibilité au client de faire composer son menu tout seul, pratiquement, et les traitements qui étaient accélérés avant, puisqu'on avait des réponses sur des demandes, par exemple, de rachat ou des choses comme ça, au bout de quelques jours, aujourd'hui, c'est pratiquement, enfin, ça va devenir en temps réel. Donc, voilà, j'espère que je n'ai pas été long. Juste pour finir, comment nous comptons concrétiser tout ça? Parce qu'on a dit qu'il y a des opportunités, mais également beaucoup de challenges à relever. Le digital doit être au top de l'agenda de l'entreprise. Ce n'est pas juste un projet parmi d'autres, ça doit être extrêmement stratégique et on doit chercher des profils qui sont difficiles à trouver dans le domaine digital. Ce ne sont pas que de simples informaticiens. Nous, chez Wafa Assurance, nous avons, avec l'aide d'un consultant, établi un projet de transformation digitale avec 70 initiatives qui ont été répertoriées, avec une priorisation d'une douzaine d'initiatives en 2017 qui sont en cours et qui devraient avoir un impact fort sur les parcours clients dès cette année. J'ai beaucoup assisté sur l'agilité de l'organisation, c'est extrêmement important, et de façon de faire, on doit internaliser la notion de digital même à l'intérieur pour qu'on puisse, comme disait tout à l'heure un intervenant, ressembler à nos clients. Et on travaille de telle sorte à ce qu'il n'y ait pas de rupture entre l'extérieur et l'intérieur. Et enfin, ce que j'appelle la centralité des partenaires, on doit absolument intégrer nos intermédiaires, nos experts, nos prestataires dans la réflexion. S'ils ne sont pas inclus, ben, ça ne marchera pas. Une question avant de passer la parole à M. Pierre de Villeneuve. En général, ou disons souvent, on regarde l'assurance comme un acte, disons, obligatoire. On ne va pas vers l'assurance parce qu'on a envie de souscrire à un contrat d'assurance. Donc, alors, comment vous faites pour attirer la clientèle, un client, parce que des fois on l'aperçoit comme une obligation, et aussi, alors qu'apporte le digital dans ce cas précis? Oui, effectivement. Alors, je parle surtout de produits d'assurance vie, et ce ne sont pas des produits obligatoires, évidemment. Donc, il y a une démarche volontaire. Alors, il y a une différence à faire entre, par exemple, des produits du type assurance emprunteur avec des produits d'épargne. Ce sont des choses complètement différentes. L'assurance emprunteur est un produit lié. Dès qu'il y a un crédit qui est octroyé par la banque, il y a l'assurance emprunteur qui vient avec. Par contre, la plupart des autres produits, que ce soit l'épargne d'éducation, épargne retraite, etc., ou des produits de décès, tout simplement, sont des produits volontaires. Et il faut absolument que par le biais du canal digital, on ait une simplification de ces produits qui donne envie aux clients de souscrire. Les produits d'assurance vie sont complexes par nature. Donc il faut que le canal digital puisse simplifier tout cela de telle sorte à ce qu'ensuite, soit par le biais
des différentes interfaces qui sont à disposition du client, on puisse le capter et ensuite le retenir par une bonne qualité de service, soit le pousser à aller vers nos réseaux d'intermédiaires pour lui donner le conseil qu'il faut, parce que et d'agences bancaires en l'occurrence, s'agissant des produits de vie. Parce que c'est difficile qu'il y ait une souscription de bout en bout à travers le canal digital, pour en tout cas les produits d'assurance vie. Merci Cyril. Merci. Alors, je vais passer la parole à M. Pierre de Villeneuve. Alors, rapidement, un petit aperçu sur aussi son parcours qui a démarré au début des années 70. Donc, vous avez participé au développement de BNP Paribas Cardiff dès sa création en 70. Ensuite, vous avez occupé plusieurs postes de responsabilité. Et depuis janvier 2016, Pierre de Villeneuve est président exécutif de BNP Paribas Cardiff. Il est également vice-président de la Fédération française de l'assurance et président du groupement français des banques assureurs et membre du Haut Conseil de l'Institut des actuaires. Alors, la première question que je pourrais vous poser aussi, c'est que, bien entendu, vous faites partie d'un groupe qui est implanté dans le monde entier. Vous avez pratiquement 36 implantations à travers le monde, avec 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Alors, comment fait-on jouer la synergie quand on travaille dans des milieux culturels qui sont variés, avec des clients différents, des clients avec des cultures différentes, des traditions différentes? Un client européen n'est pas le même qu'un client asiatique, un client américain. Donc, toutes ces contraintes et ces spécificités, comment vous les conjuguez de façon à ce qu'il y ait une synergie bénéfique pour vous, pour votre groupe? Merci. Bon, merci. Je suis ravi de partager avec vous quelques éléments donc complémentaires, tout à fait convergents avec tout ce que nous avons pu entendre depuis ce matin. Je vais d'abord répondre à cette question avant de faire une petite synthèse très, très simple, mais qui me paraît pouvoir vous apporter quelques messages forts sur ce qu'est la banque assurance. Cette question, oui, dans un groupe se présente dans 36 pays. Vous avez raison, les cultures sont différentes, les marchés sont différents, le niveau de digitalisation donc, est très différent. Et pourtant, je puis témoigner que les échanges sont toujours très riches en termes d'enseignement. Chaque pays peut apporter aux autres pays. Il y a quelques années, les synergies entre les pays étaient pilotées au niveau central, au niveau de notre siège. Déperdition de l'information, appauvrissement, surcoût, lenteur. Nous avons supprimé cette organisation, plus du tout adaptée au temps actuel. Nous avons créé des communautés par grands thèmes, avec dans chaque communauté des experts référents. Et nous avons régulièrement des conférences Digital Council qui permettent, avec une assez large participation des juristes, des informaticiens, bien entendu des hommes de business, d'échanger autour de certains projets susceptibles d'être répliqués ailleurs. Nous n'imposons rien au niveau central, puisqu'il faut que tous les projets soient bel et bien adaptés aux besoins de chaque marché et aux besoins de nos partenaires. C'est l'occasion de revenir sur ma synthèse générale. Pour Cardiff, banque assurance veut dire partenariat très fort basé sur la co-construction entre un banquier et un assureur de manière à bien exploiter les atouts du distributeur et du preneur de risque. Tous les points positifs que je vais souligner sont également valables, quel que soit le distributeur, sa nature même du distributeur. Ce qui est important, c'est le copilotage entre les réseaux de distribution, y compris les réseaux d'agents, et le preneur de risque. C'est ça qui est important. C'est ce business model qui était à la base de notre succès, de notre développement. Nous avons démarré, ça a été évoqué tout à l'heure, il y a un peu plus de 40 ans seulement, à partir de zéro. Nous avons un résultat de 1,4 milliard avant impôt en 2016, présent dans 36 pays. C'est ce business plan qui a été à l'origine de notre fort développement.
Et ce développement, ce business model, il est encore plus adapté au contexte actuel qu'il ne l'était dans le passé. Car aujourd'hui, ça a été dit très largement, il faut être très agile, très réactif. Réactif parce que l'environnement est très incertain. L'environnement géopolitique, vous le savez tous, l'environnement économique, l'environnement de la politique monétaire, l'environnement juridique. Il y a eu beaucoup d'insistance sur ce sujet, à juste titre, ce matin. Incertitude sur l'évolution des comportements, et ceci marché par marché. Il faut donc être très réactif. En ce qui concerne le marketing, nous avions l'habitude, surtout au niveau bancaire, d'avoir un marketing de transaction avec des messages, des offres bien adaptés au profil moyen de tel segment de clientèle. Ceci est dépassé. Ce n'est plus suffisant. Ça ne correspond pas aux besoins de chaque client. Ça a été largement évoqué ce matin. Chaque client souhaite être traité de manière très personnalisée. Ce matin, on a évoqué également le fait que, si on va à l'extrême, eh bien, chaque client va demain chercher à se débrouiller tout seul. Je dis oui pour les produits relativement simples. Oui pour les produits qui sont donc simples et compris. Ce n'est pas toujours le cas dans le domaine de l'assurance. Et je suis tout à fait d'accord avec votre remarque de tout à l'heure. L'assurance, le souscripteur cherche de la protection. Il veut absolument que les garanties puissent jouer le moment où il en aura besoin. Ça nécessite beaucoup de compétences, d'expertise, et tous les souscripteurs n'ont pas la capacité à prendre donc, cet acte de souscription. Ils ont besoin de travailler dans la confiance. Et c'est pour ça qu'il y a deux priorités. Deux priorités pour le distributeur. Mais il faut que l'assureur y contribue. C'est de créer de la confiance et de créer, bien entendu, de percevoir les circonstances dans lesquelles le souscripteur trouve naturel qu'on lui propose de l'assurance, de façon à ce qu'il adhère facilement et qu'il comprenne son acte. Le processus client, ça a été rappelé. Il y a quelques années, on se préoccupait de la vente et on se préoccupait des sinistres. Aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. Il faut travailler très en amont de la vente et bien entendu, il faut travailler après, ça a été évoqué aussi, pour valoriser le portefeuille, pour pouvoir adapter donc, les engagements en fonction des besoins des clients. Au niveau de l'avant-vente, il faut faire en sorte que les souscripteurs trouvent naturel qu'on leur offre de l'assurance. Il faut donc qu'eux-mêmes découvrent les besoins de l'assurance, de protection dans telle ou telle circonstance. Il faut également faire en sorte que les souscripteurs puissent avoir un jugement objectif. Il faut leur donner des informations, des comparaisons, leur permettant de faire des choix objectifs. Et il faut bien entendu faire en sorte que les offres soient personnalisées, puisque je l'ai dit tout à l'heure, chaque client souhaite avoir des offres adaptées à son propre besoin. Et pour la prévente, là aussi, ça a été évoqué déjà, eh bien, il faut créer des interactions entre le client et distributeur et compagnie d'assurance, parce que pour moi, c'est un tandem de confiance, des interactions, de façon à ce qu'ils se sentent accompagnés, suivis. Et pour certaines activités, pour certaines garanties, il est logique d'ajouter, et c'est même souvent une bonne chose, soit des formules d'assistance, soit de la prévention. Il y a tout un système de messages permettant effectivement d'assurer des liens de confiance avec les assurés. Tout ceci nécessite un travail de fond. En ce qui concerne Cardif, nous proposons à nos partenaires, quels qu'ils soient, banquiers, mais autres, des retailers, des
des spécialistes en télécommunications, parce que je vous dis ce qui est important, c'est le copilotage. Nous leur proposons une démarche en 7 étapes principales. 4 d'analyse permettant de bien faire ressortir les opportunités qui se présentent chez le distributeur, et 2 pour lancer effectivement l'activité. Dans la première phase, d'abord, se préoccuper, faire un diagnostic des activités, des priorités pouvant exister avec les enjeux quantitatifs au sein du partenaire. Après, ce n'est pas tout d'avoir des éléments quantitatifs. Il faut connaître l'affinité, le type de relation, de confiance qui existe pour chacune de ces activités entre les souscripteurs possibles, entre les clients du distributeur, avec justement ce distributeur. C'est également important. Il faut faire une cartographie des process existants pour les activités bancaires. Toute cette analyse est absolument incontournable avant de passer à la phase d'idéation qui permettent de bien faire ressortir les opportunités pour l'assurance à partir de l'analyse des activités bancaires. Dans la deuxième phase, il faut d'abord bien s'organiser parce qu'elle fait appel à de nombreuses fonctions. Eh bien, il faut élaborer et définir les prototypes qui vont être exploités avant de passer donc, au développement maintenant qui doit se faire sous forme de test and learn de manière à adapter. Qui dit test and learn nécessite bien entendu une mise en place d'indicateurs et puis de bien piloter donc, les performances. Ce n'est pas que de la théorie. Cette démarche, nous la mettons en pratique. Vous avez là l'exemple, nous avons eu beaucoup de succès dans pas mal de pays. Là, vous avez un exemple très concret d'un très beau succès, c'est celui de la Colombie. Colombie, vous voyez que notre chiffre d'affaires a doublé en 3 ans, de manière très significative, à partir de cette démarche. Vous voyez bien que vis-à-vis de nos partenaires en Colombie, nous sommes passés d'une image d'apporteur de produits d'assurance à une image de société d'ingénierie, et j'ai bien repris votre idée, ça me paraît capital, d'ingénierie, donc pour bien intégrer les solutions d'assurance dans le business model de nos partenaires. Pour nos clients, nous sommes passés d'un modèle donc, transactionnel à un modèle relationnel, comme ça a été largement évoqué déjà. Voilà ce que je voulais dire. Si tout ceci a été possible, dans la mesure où il faut des compétences multi-produits pour pouvoir adapter certains produits en fonction des circonstances, il faut bien entendu des compétences donc, multicanales et il faut une véritable expertise sur l'analyse des données. Car banque et assurance, nous sommes des gestionnaires d'informations, vous avez tout à fait raison. Donc, la data est absolument fondamentale. L'intelligence artificielle est absolument devenue incontournable si on veut pouvoir progressivement, effectivement, faire des offres adaptées aux attentes de nos clients. Monsieur de Villeneuve, oui. Une question pour aller toujours dans le même sens, puisque vous parlez effectivement donc des avancées réalisées grâce justement aux transformations que vous avez opérées au niveau de votre groupe. Alors que le digital, que représente le coût du digital, je dirais, dans votre démarche et en termes d'efficacité dans votre implantation, quel est l'apport du digital? Voilà. Vous avez raison. Je vais peut-être vous décevoir sur la première partie de votre question. J'espère répondre à la deuxième partie. Les coûts, c'est très difficile parce que vous avez certains coûts que l'on peut bien isoler, qui sont bel et bien liés au digital. Mais pour moi, ce qui est essentiel, c'est le coût de la transformation de la culture. Ça a été largement évoqué également ce matin. Donc, nous avons partout dans le monde, dans nos filiales, des actions d'adaptation. Nous avons créé donc, des Cardiff Labs, dont je veux parler d'ailleurs, qui permettent justement de changer la culture. Donc, les coûts, c'est entre 5 et 10%, selon l'interprétation que l'on fait, 5 à 10% de nos frais généraux. Nos frais généraux qui sont de l'ordre de 1 milliard d'euros.
Et en ce qui concerne l'efficacité, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est de voir que tout ceci, certes, ça peut générer à transactions identiques des réductions de coûts, mais ça génère surtout une amélioration de la qualité, de la rapidité qui devient absolument indispensable. C'est surtout ça le point très positif. Et alors, je vais terminer justement sur la recherche, car la recherche est devenue absolument importante quand on veut être un expert des analyses de données. Je serai tout de même très bref, mais nous avons créé il y a 4 ans donc un Cardiff Lab, au moins à Paris, et ça a été très très bénéfique, tant pour nos partenaires que pour nos équipes, qui passent régulièrement, qui découvrent donc des nouvelles technologies. Et puis je rajouterai, faute de temps simplement, qui dit recherche, dit grande ouverture sur l'extérieur. En aucun cas, il faut rester donc enfermé. Donc nous avons beaucoup de relations avec le monde académique, et puis nous participons donc à des salons, à des symposiums, et c'est pour ça que je suis très heureux d'être ici donc, avec vous pour échanger et bénéficier effectivement de toutes les informations qui circulent. Merci beaucoup. Merci. Alors, il nous reste un petit peu de temps. Je pense qu'on pourrait exploiter pour aller dans d'autres éclaircissements. Alors, je voudrais poser une question donc, aux banquiers. Alors, est-ce qu'on peut imaginer d'autres synergies autres que celles dont vous avez parlé, aussi bien les banquiers que les assureurs au niveau donc, en matière de rapprochement entre le monde bancaire et le monde de l'assurance, d'autres synergies? Est-ce que le digital peut avoir un impact sur le comportement aussi des clients? Est-ce que... voilà. Donc, c'est le choix, vous pouvez... Alors, pour la synergie, évidemment, elle existe déjà, ça a été rappelé, puisque depuis longtemps, et si la réglementation n'était pas restrictive, je crois que ça irait beaucoup plus loin, que les banques et les assurances collaborent. Ce qui est important avec le digital, c'est que, parmi les critères que j'ai cités tout à l'heure, il y en a un qui est important, c'est que le client, lui, quand il est face à son smartphone ou son ordinateur, ou même face à un interlocuteur en chair et en os, sachant que l'un n'exclut pas l'autre, même dans le cadre de ces services-là, puisque les gens sont consommateurs lorsque la confiance est nécessaire, lorsqu'un besoin de protection, un besoin d'assurance par rapport à une institution nécessite une présence physique, de l'avoir. C'est pour ça que, d'ailleurs, je profite pour répondre à la question tout à l'heure posée à mon ami Adil, c'est que nous, notre conviction, c'est que les banques qui réussiront sont des banques que nous appelons chez nous bioniques, c'est-à-dire biologiques et technologiques. Que la partie technologique n'emportera jamais totalement la bagarre contre la présence humaine. Et d'ailleurs, la preuve en est, c'est que les banques 100% technologiques n'ont jamais percé vraiment, pourtant elles existent depuis 15 ans, et celles qui existent encore sont en train de chercher des réseaux physiques pour pouvoir avoir cette proximité. Je pense qu'aujourd'hui, si on voit cet ensemble, les banques, contrairement aux assurances, je parle du Maroc, ont une présence de proximité beaucoup plus forte, ont développé une certaine expertise sur un certain nombre de produits d'assurance. Donc, ce réseau peut être encore plus à la disposition des assureurs et inversement aussi par rapport à certains produits. Maintenant, l'attente dont je parlais tout à l'heure, c'est que le client ne veut plus avoir qu'une seule tête. Lui, on ne peut pas lui dire « je vous ai vendu le produit », mais quand vous avez un petit souci, appelez l'assureur X. Lui ne veut rien savoir. Si c'est la banque qui lui a placé le produit, il veut avoir affaire à sa banque. Et encore aujourd'hui, je pense que la qualité de la prestation que nous offrons dans le cas de la banque assurance est notoirement insuffisante, puisque dès que le client a un problème, en fait, il est mis entre les mains de quelqu'un d'autre que celui à qui il a eu faire face au moment de l'achat ou du renouvellement de produit. Ça, c'est une mauvaise chose et qui n'est pas du tout liée dans la logique du digital, où on veut voir un interlocuteur, qu'il soit une interface, donc un site, ou qu'il soit une personne humaine. Et là-dessus, il y a un travail très important à faire de synergie. Il faut juste rappeler aussi... À l'avenir, cette relation doit évoluer. En fait, peu importe celui qui a été face au client, il faut que le client ignore presque quelles sont les strates qu'il y a derrière pour lui offrir la prestation, du moment qu'elle est faite.
Et donc, ce besoin d'avoir face à lui un interlocuteur qui sait tout. Aujourd'hui, bon, je prends juste un exemple, l'assurance dommage, qui peut être l'assurance décès. En cas de problème, ben, la famille du défunt a plus affaire à l'assurance qu'à la banque, même si la banque peut faire une partie des démarches. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. On ne peut pas répondre sur les délais, on ne peut pas répondre si c'est couvert ou pas, on ne peut pas répondre sur un tas de choses. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Donc, en termes de qualité de service, et le digital, à mon avis, va nous contraindre à faire ça, à aller vers des prestations complètes. C'est-à-dire où, quand on vend un produit par un canal donné, ben, on assure la totalité du produit. Et je veux revenir d'ailleurs sur quelque chose qui a été dit ce matin, ressembler à ses clients. Nous, on a utilisé ça sous une autre façon, de dire à nos collaborateurs, vous devez ressembler à nos clients non pas dans l'habillement, mais dans la façon de consommer la banque. Puisque vous avez face à vous des gens qui vont venir avec leur smartphone. Or, la plupart des banques, aujourd'hui, quand vous rentrez, il n'y a même pas Internet dans les agences. Nous, on a doté tous nos collaborateurs de smartphones en disant votre façon de consommer la banque va passer par là. Donc, vous ne pouvez pas accéder à vos comptes, sauf par ce biais-là, parce que vous devez savoir, quand un client vous parle de digital, de quoi il s'agit. Donc, et je dirais, bon, pour la consommation de produits de type assurance, etc., il faut raisonner de la même façon. C'est-à-dire, bon, nous devons absolument être dans une logique où nous attendons, où nous offrons ce que nous attendons nous-mêmes. Parfois, on oublie ça, c'est que nous sommes aussi dans notre environnement, les consommateurs de nos produits, et parfois nous avons des exigences différentes selon que nous exprimons en tant que banquier ou assureur, ou selon qu'on s'exprime en tant que client de la banque ou de l'assurance. Et il faut assurer cette fusion parce qu'elle permet de faire le saut culturel nécessaire. Comportez-vous vis-à-vis de votre client comme vous souhaitez qu'on se comporte vis-à-vis de vous si vous avez le même problème. À partir de là, en fait, on réussit beaucoup mieux, à mon avis, la révolution digitale. Merci. C'est la même question. Votre avis, oui. Même question. Exactement. Bon, alors vous allez peut-être penser que je suis obsessionnel, mais pour moi, le plus important, c'est de connaître le client, de l'étudier, de connaître ses attitudes et ses comportements. Et la richesse se crée quand on répond exactement au bon segment des clients. Donc la segmentation comportementale des clients, c'est l'exercice initial, c'est le père, on dit la mère de toutes les batailles. La mère de toutes les batailles, c'est la segmentation comportementale des clients. Et après, on peut répondre, construire des process, construire des offres, savoir ce qui peut être digital et ce qui est humain et personnalisé. Donc les banques et les assurances, dans le cadre de la réglementation et avec l'accord des clients, peuvent en tout cas avoir des grosses synergies sur la segmentation comportementale des clients et attitudinale, de façon à améliorer chacune la performance et le morceau de l'offre qu'elle adresse aux clients. Et je pense que le marketing stratégique, autant il est très sophistiqué et développé dans les produits de grande consommation, dans lesquels, comme tu l'as dit précédemment, je suis actif par le groupe industriel Mutandis. Donc autant le marketing stratégique est très fort, autant il n'est pas aussi sophistiqué et pointu chez les services financiers. Et donc là, il y a un gap à faire, un saut à faire, et ce saut, il peut être fait en commun, sauf si les assureurs ont décidé de n'être que des usines anonymes, ce qui évidemment détruirait leur valeur, parce que la valeur de l'entreprise vient de la propriété du client et de la renforcement de la marque et de la clarification des attributs de la marque. Qui dit attribut d'une marque dit segmentation des clients et offre adressée à certains segments et pas à d'autres. Donc ça, c'est un step qui peut être fait en commun, sans aucun problème. C'est la même démarche, la même approche. Merci, Saadil. Donc, une bonne connaissance du client est importante dans votre avis. Alors, Saadil Hallaj, donc, est-ce qu'on pourrait imaginer, donc, en fait, au Maroc, des assureurs complètement virtuels? Alors, personnellement, je n'y crois pas beaucoup. Peut-être dans quelques décennies, on ne sait jamais, mais il y a, je pense, des freins culturels qui font que nous avons toujours besoin de contact physique avec un intermédiaire, avec un conseiller, et d'autant plus lorsque les produits sont de plus en plus complexes. C'est vrai qu'un produit simple, banalisé, type assurance automobile, habitation, pourrait à terme être complètement virtualisé ou digitalisé. Ça peut se concevoir, si évidemment les freins réglementaires sont réglés, les problématiques de prélèvement, de paiement, etc., de cash.
Mais plus les produits sont complexes, plus ils demandent une proximité avec l'agent d'assurance ou le courtier ou la banque pour pouvoir être commercialisés, parce qu'il y a une relation de confiance qui se crée. Et au Maroc, nous accordons beaucoup d'importance, ce n'est pas une particularité du Maroc, mais c'est le cas de beaucoup de pays semblables, à la relation client physique, à la confiance qui peut se nouer et qui persiste pour fidéliser le client et pour le conseiller. Donc moi, je dirais qu'on s'orienterait plutôt pour des parcours un peu mixtes, hybrides, entre le virtuel et le physique. D'ailleurs, je ne sais pas si ça existe, le terme, on parle de parcours figital, entre le physique et le digital. Tout ce qui approche découverte de produits, donc les clients aujourd'hui, ils surfent sur leur smartphone et leur tablette, ils rentrent dans des sites, ils changent, ils découvrent le produit, ils font les comparatifs, ils souscrivent parfois même, mais très souvent, ils vont se déplacer vers le point de vente pour pouvoir concrétiser une vente et transformer. Donc je pense que la distribution physique a encore de beaux jours, mais cette distribution physique, notamment le réseau d'intermédiaires et agents, devrait elle-même remettre en cause son propre écosystème et se digitaliser. Sinon, ils vont rester à la marge. Voilà. Merci Cyril. Monsieur de Villeneuve, comment voyez-vous la banque assurance de demain? Alors déjà, mondialement, nous connaissons un vieillissement de la population qui nécessite de la collecte d'épargne longue. Et on sait en plus qu'avec la hausse du niveau de vie, eh bien, toute personne, tout ménage augmente son budget protection. Quand vous n'avez rien, vous ne vous protégez pas. Donc l'assurance va connaître encore pendant de nombreuses années un fort développement. Dans ce cadre-là, la banque assurance va y contribuer, c'est évident, parce que ça correspond à ce besoin. C'est bien pour les banques, parce que grâce à ça, elles multiplient les occasions de contact. Donc c'est une très bonne chose, car grâce à ça, les liens de confiance entre les partenaires et les clients ne peuvent que s'accroître. C'est bien pour l'ensemble des assureurs, puisque ce développement va profiter à la notoriété de l'assurance. Donc je suis très optimiste et je pense que c'est positif pour l'ensemble de nos marchés. Merci. Merci. Je fais un dernier tour. Un mot pour la... Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport ou une des questions qui vous a interpellé? Parce qu'on ne peut pas couvrir, bien entendu, et apporter réponse à toutes les questions. Je pense que nos panélistes ont donné un éclaircissement assez large qui répond à beaucoup des questions qui ont été posées. Voilà, je commence par les banquiers. Allez-y. J'ai relevé deux questions qui me paraissent importantes au niveau général. Le cadre réglementaire de la signature électronique et l'usage qui peut être fait par ces services par rapport à l'analphabétisme. Donc il y a une certaine population qui peut accéder ou ne pas accéder. Bon, il y a une question technique sur la blockchain, peut-être qu'on peut en dire un mot. Alors sur la partie signature électronique, en fait, il y a au Maroc une loi sur la signature électronique et même aujourd'hui une solution qui est gérée par Post Maroc. Ça fonctionne, sauf qu'elle est contraignante, elle n'a pas eu beaucoup de succès, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce qui amène, ne serait-ce que par ça, à se poser la question. En fait, la question à se poser au niveau national, ce n'est pas qu'une question de signature, c'est une question de la confiance numérique de façon générale. Comment faire que les actes qui ont lieu à travers les réseaux, sans contact physique, puissent être sécurisés dans leurs composantes complètes. Ça commence d'ailleurs par un point essentiel, c'est l'authentification des personnes qui accèdent à la base. Donc là, la réglementation au Maroc est assez faible et l'usage de systèmes d'identification comme la carte d'identité nationale est relativement réduit. Les banques sont d'ailleurs demandeurs à ce qu'elles puissent se doter de lecteurs qui permettent d'authentifier la carte puisqu'elle est numérique elle-même. Mais si on n'a pas le droit de la lire, ben évidemment, ça ne va pas très loin. Donc il y a cette problématique. Il y a la problématique de la signature elle-même. Nous pensons au niveau de CIH, et on intervient d'ailleurs dans certains cercles de réflexion là-dessus, que la signature électronique telle qu'elle existe est trop complexe et qu'il faut créer peut-être des strates différents selon la nature de l'acte pour qu'on ait des choses un peu plus simplifiées quand l'acte est basique, des choses beaucoup plus complexes quand il s'agit d'un contrat commercial ou d'un acte
de type échange de marchandises ou de biens. Et donc, il faudrait repenser ça. Il y a le fait aussi que les documents issus des différents systèmes deviennent probants. Donc, il faut un système de probation qui soit reconnu. Tout à l'heure, dans la réglementation européenne, il a été rappelé que dans certains cas, on a encore besoin de documents publiés. C'est le cas au Maroc, malheureusement. Et donc, ça alourdit complètement les procédures. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que le document doit absolument être sur papier, signé, etc. Donc, il faut rendre les documents probants de façon facile. Il y a aussi une autre suggestion, d'ailleurs, qui existe dans d'autres cénacles. C'est ce qu'on appelle dans certains pays qui l'ont fait avec beaucoup de succès, c'est ce qu'on appelle l'adresse mail opposable. C'est l'adresse où on écrit à quelqu'un en étant certain qu'il a reçu le courrier. En fait, c'est opposable dans le sens où il ne peut pas dire « j'ai pas reçu le courrier ». Ça règle un énorme problème en termes de digital sur le transfert d'informations, etc. Et ça permet aussi de sécuriser certains envois qui peuvent, moyennant ce canal-là, être envoyés de façon à assurer la discrétion, etc. Parce que, surtout dans les pays scandinaves et les pays baltiques, ces choses-là se sont développées. Je pense qu'on aurait intérêt à regarder de ce côté. Alors, un point sur l'analphabétisme. Moi, je suis convaincu que, en fait, la suppression des formalités classiques via le digital permet un accès beaucoup plus aisé aux services par les populations les plus démunies. Démunies au sens analphabète, au sens âge, au sens handicap et au sens de l'éloignement physique. Et donc, c'est une opportunité colossale qui permet, au contraire, de rentrer dans le cycle de la financiarisation cette population. Maintenant, il y a des reconnaissances vocales, etc., qui sont assez aisées, qu'on peut faire fonctionner si on introduit les langages dialectals marocains et berbères pour que ça puisse permettre et ça, c'est des champs de recherche et de développement qui peuvent être extrêmement intéressants. Donc, le digital, pour lutter contre l'exclusion sociale, est un vrai combat, et notamment l'exclusion financière. Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez qu'on est dans une évolution satisfaisante en matière technologique sur le plan au Maroc, ou est-ce qu'on... Je dirais en deux mots que la prise de conscience aujourd'hui est satisfaisante, mais le rythme de transformation ne l'est pas. Merci. Alors, rapidement, moi j'ai vu une question sur réglementation et agilité. Est-ce que Banque El Maghreb ne ralentit pas l'agilité des banques? Est-ce que le coût de la réglementation n'est-il pas un frein pour faire une banque agile? À mon avis, non. Parce que nous avons expérimenté, nous avons apporté des solutions nouvelles, des choses qui ne se pratiquaient pas, qui ne se faisaient pas. On n'ouvrait pas un compte en temps réel instantanément, plus délivrance du chéquier en temps réel, plus délivrance de la carte du crédit au même moment, sans faire des vérifications, sans faire un certain nombre de procédures. Et Banque El Maghreb a été tout à fait ouverte. Elle a étudié en détail les conséquences de la prise de risque que nous assumions, et n'a pas du tout bloqué le système. Au contraire, elle nous a accompagnés, elle nous a laissé apporter des choses nouvelles tout en approfondissant l'étude. Et je pense qu'au contraire, c'est un régulateur intelligent et moderne, mais les innovations ne viennent pas de lui, elles doivent venir des acteurs qui doivent l'étudier avec le régulateur. J'ai eu une question aussi sur l'âge de l'informatique. Alors l'informatique n'a pas d'âge parce qu'elle se développe en continu. C'est ce que je disais tout à l'heure, le changement de mentalité, c'est le développement technologique continu. Donc nous sommes partis d'une plateforme de global banking qu'on a installée entre 2013, 2014 et 2015. On a lancé la banque en novembre 2015, mais je peux vous dire qu'entre la version de novembre 2015 et la version d'aujourd'hui, et les fonctionnalités d'aujourd'hui, c'est plus du tout la même machine, hein. Donc c'est un processus continu. Et on a eu une question aussi sur le temps réel et les dates de valeur. Eh bien, il faut simplement dire que le vrai temps réel, c'est la capacité à enregistrer des transactions immédiatement sur votre compte et que vous puissiez les voir quelques minutes après les avoir effectuées. Mais évidemment, certaines opérations sont tout de même provisoires parce que les systèmes de place, par exemple les compensations de chèques, le paiement par l'autre banque d'un chèque, n'ont lieu qu'en 24 heures, donc l'opération demeure provisoire dans votre compte jusqu'à son dénouement définitif. Voilà. Merci Saadil. Je me tourne vers nos assureurs. Quelles sont, je dirais, vos dernières contributions que vous pouvez apporter, je dirais, donc en fait, en matière d'éclairage par rapport à ce panel, en termes de synergie, en termes d'évolution, je dirais, des produits
et des questions qui ont été posées auxquelles nos banquiers ont apporté une réponse. Merci. Oui, merci. Donc, en matière de synergie, je pense que ma présentation a mis l'accent sur l'importance de la synergie entre banques et compagnies d'assurance. Et le chemin est encore long. Je pense que beaucoup de choses ont été faites. On peut également accélérer cette synergie avec le digital, mais pas seulement. On n'attend pas le digital pour accélérer la synergie, c'est déjà le cas. Il y a effectivement un point qui est nodal, qui a été évoqué tout à l'heure, c'est celui de la gestion des sinistres. Un assureur fait une promesse, et c'est au moment de délivrer cette promesse que le client assuré peut se rendre compte s'il a bien fait pour opter pour cette assurance ou pas. Donc il faut absolument qu'il y ait une réactivité, et de plus en plus les sinistres un peu partout dans les pays développés sont gérés par des plateformes de gestion de sinistres, et donc je crois que c'est un petit peu la tendance pour pouvoir avoir une réactivité très forte et une bonne efficacité du service. Il y a une question que j'ai remarquée tout à l'heure concernant le développement des réseaux classiques. Donc aujourd'hui, enfin via le développement banque assurance, aujourd'hui la réglementation évidemment ne donne pas d'exclusivité aux banques pour distribuer les produits de vie à travers la banque assurance. Les intermédiaires, qu'ils soient agents exclusifs ou courtiers, peuvent le faire, et il y en a qui le font très bien. Le problème, c'est que ce sont des produits plus complexes qui nécessitent des expertises un peu plus pointues chez ces intermédiaires, ce qui n'est pas souvent le cas. La grande majorité des intermédiaires n'ont pas les compétences nécessaires pour commercialiser, pour conseiller leurs clients, pour distribuer ces produits d'assurance. Mais je pense que c'est en train de changer. C'est en train de changer. En tout cas, nous, chez Wafa Assurance, donc, nous avons des programmes de formation continue au niveau de nos agents généraux, et il y a une prise de conscience et une diversification de leur offre vers des produits un peu moins standards, un peu moins basiques que l'automobile, par exemple, et pour aller pour des produits d'épargne ou de décès. Voilà un petit peu les quelques messages que je voulais délivrer à la fin. Merci. Monsieur De Villeneuve, votre dernier message. Alors, tout d'abord, je voudrais témoigner que le digital peut contribuer à lutter contre l'exclusion sociale. Vous l'avez évoqué à juste titre. Nous avons des expériences, nous avons vraiment, dans certains pays de l'Amérique latine et en Inde tout particulièrement, où il y a donc du microcrédit, du développement des produits de micro-assurance, eh bien, grâce au digital, nous accédons à des populations qui ont besoin d'assurance et qui ne pourraient pas y accéder sans le digital. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est que nous avons beaucoup parlé, et moi entre autres, de la confiance, puisque l'assurance nécessite beaucoup de confiance compte tenu de la sensibilité, je l'ai dit tout à l'heure, du souscripteur face effectivement à la protection qu'il achète. Il faut rajouter donc de l'affect. De l'affect, ça a été évoqué à l'occasion des sinistres. Il faut savoir avoir le bon discours, le bon message face aux difficultés rencontrées par les souscripteurs. À la souscription également, il ne faut pas hésiter à mettre de l'affect. Et donc, je crois beaucoup à l'intelligence artificielle et, entre autres, à l'intelligence artificielle émotionnelle. On n'en parle pas assez, mais pour l'activité assurance, c'est absolument capital. Et nous-mêmes, au niveau de Cardiff, nous avons de la recherche assez pointue dans ce domaine. Merci Monsieur De Villeneuve. Écoutez, donc on arrive à la fin de notre atelier ou de notre table ronde. Je tiens à remercier en votre nom donc nos panélistes qui nous ont apporté un éclairage par leur parcours professionnel, leur, je dirais, exercice de leur métier